Nous allons commencer l'avant-dernière intervention. Nous concluons ces 2 journées de débat très riches et très intenses autour de l'Occident sur la question décisive. Jean-François Colosimo l'a évoqué, la défense de l'Occident et plus particulièrement la défense de l'Occident en Europe. Le thème que nous allons aborder dans le temps imparti est l'Occident est-il tout l'OTAN ou l'OTAN et l'Occident? Nous allons le faire avec 3 grands spécialistes des questions de défense. À ma droite, l'historien Arnaud Tessier, haut fonctionnaire, historien, président du conseil scientifique de l'Institut Charles de Gaulle. Et donc, il est bien placé pour nous parler à la fois de l'Occident et de la conception du général de Gaulle sur l'Occident, l'OTAN et la France. Nous avons à l'autre extrémité Jean-Dominique Merchet, que tout le monde a vu souvent sur les plateaux. Jean-Dominique est sans doute le meilleur journaliste spécialiste de la défense. Il y travaille depuis longtemps, à Libération de nombreuses années, à Marianne, maintenant à l'Opinion, et Jean-Dominique a un blog sur les questions de défense. Et donc, c'est vraiment un spécialiste de ces questions. Et puis, ça a été dit par Jean-François Colosimo, le général Paloméros nous fait l'honneur d'être parmi nous. Mon général, vous avez été chef d'état-major de l'armée de l'air et commandant suprême de l'OTAN. Et vous êtes toujours au travail, à la fois dans les médias, et hier matin, nous étions à la même tribune, à l'ouverture des conversations du Rouvieux, avec le nouveau chef d'état-major des armées et le directeur général de l'armement. Vous parliez au fond de l'articulation entre les exigences de la période et les moyens de l'armée française pour y faire face. Au fond, dans le débat qui nous est proposé, il y a 3 sous-questions. La première, l'Occident et l'OTAN. L'Occident se résume-t-il à l'OTAN? L'OTAN englobe-t-il l'Occident? Au fond, on le sait, ça a été dit durant ces 2 journées, l'Occident a une source européenne à partir de Mare Nostrum, et puis il y a l'extension américaine, notamment il y a le Canada, l'Australie, mais nous, occidentaux, nous sommes prométhéens. Nous pensons que l'homme doit être co-maître et possesseur de la nature. Ça nous distingue des autres. Mais néanmoins, à l'intérieur de l'Occident, nous, Européens, ça a été dit aussi par Jean-François Colosimo, nous avons connu, nous sommes constitués de frontières,
nous savons ce qu'est l'autre, l'altérité. Les Américains, eux, sont des messianiques. Ils ont vécu leur territoire comme une terre vierge. Et donc la question qui sera posée à nos trois spécialistes, c'est au fond, cet OTAN, il est constitué à la fois de 43 pays européens, mais sous commandement américain. Et donc, comment ça fonctionne, tout ça? Comment les deux sous-familles occidentales fonctionnent? La deuxième sous-question, évidemment, ça a été durant ces 2 journées, en quoi la nouvelle période redistribue les cartes pour l'OTAN, notamment avec Donald Trump, qui alors au départ, Emmanuel Macron avait dit, le président Macron avait dit que l'OTAN était mort-né, puis avec l'agression russe, l'OTAN tout d'un coup a semblé avoir une nouvelle vocation, et je parle sous votre contrôle, messieurs, Donald Trump a semblé reposer la question de l'article 5 de l'OTAN chez les foot, puisque c'est, si on n'est pas, l'article 5 disant, si un État membre est agressé, les autres le défendront. Enfin, dernière question, également pas simple, est-ce que l'OTAN peut faire face sans les Américains, ou dit autrement, est-ce que l'Europe peut se défendre toute seule? J'ai été bien long, je vais, si vous voulez bien, laisser la parole pour 10 minutes à Arnaud Tessier pour qu'il évoque dans l'ordre qu'il le souhaite toutes ces questions importantes et pas évidentes. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et je vais partir un peu de l'histoire et du général de Gaulle, mais aussi pour montrer que finalement rien de tout ce qui nous paraît si nouveau n'est si nouveau que cela, parce que en venant à Saint-Raphaël, je relisais un texte qui est peu connu en France parce qu'il n'a jamais été traduit. C'est une conversation en 1948 entre André Malraux, qui est alors un des dirigeants du RPF, le mouvement lancé par de Gaulle sous la 4ème République, et un proche de Gaulle, et James Burnham, qui est l'auteur d'un livre fondamental qui s'appelle La Révolution managériale, qui annonce l'arrivée d'une nouvelle génération qui va supplanter les élites traditionnelles qui sont les managers. Et Burnham est aussi plus ou moins un agent américain qui est chargé d'aller infiltrer intellectuellement, c'est quand même une infiltration tout à fait noble et un peu perdue aujourd'hui de nos jours, une infiltration intellectuelle des milieux gaullistes, parce que les Américains s'intéressent à De Gaulle, en fait, au moment où il y a la troisième force, etc. Et ce dialogue est étonnant, parce que Burnham dit à Malraux, il faut que le général De Gaulle quitte un peu cet habit nationaliste et que la France devienne le moteur d'une Europe fédérale, parce que la France, c'est le seul élément solide sur lequel on peut bâtir une Europe fédérale qui sera le meilleur rempart contre le communisme et la meilleure façon d'assurer une paix durable en Europe. Alors Malraux oppose toutes sortes d'objections, et puis il évoque la question d'un protectorat américain qui pourrait s'établir sur l'Europe, indépendamment du fait, dit-il, que la France ne peut pas, la France ni d'ailleurs d'autres pays européens ne peuvent devenir l'équivalent de la Suisse, et que le fédéralisme n'est peut-être pas tout à fait adapté. Et Burnham lui dit, mais ce que vous avez à craindre de plus, c'est pas le protectorat américain, c'est le désintérêt que pourraient éprouver les États-Unis pour l'Europe. Et on était instruit par l'expérience de l'après-14. Et il parle, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François Colosimo, je crois que le phénomène Trump n'est pas si nouveau. Il dit, méfiez-vous de l'émergence toujours possible à la tête des États-Unis, je ne vais pas dire l'expression anglaise à cause de mon accent, des marchands de chevaux roués. Des marchands de chevaux roués qui feront toujours passer les intérêts du commerce, les intérêts commerciaux et matériels des États-Unis avant les alliances, avant les solidarités de civilisation. Et ça, je trouve, c'est très fort. Et ça, c'est quelque chose dont De Gaulle a toujours été conscient. Il y a toutes sortes de textes, d'interventions, de discours où De Gaulle dit on n'a pas d'amis en politique, on a des alliés, et les alliances, même entre grandes puissances, sont toujours des choses fragiles. Et je voulais rappeler aussi, comme toile de fond, puisqu'on parle de l'OTAN,
que lorsqu'il revient au pouvoir en septembre 58, il n'est même pas encore, c'est toujours la 4e République, il est toujours le dernier président du Conseil de la 4e, la constitution de la 5e n'a pas été adoptée, il n'est pas encore président de la 5e République. Mais De Gaulle est quelqu'un qui n'aime pas perdre de temps, et donc il écrit à Eisenhower, son vieil ami Eisenhower, qu'il a connu quelques années plus tôt pendant la guerre. Il lui écrit pour lui demander une refonte complète de l'OTAN et de l'Alliance. Il lui écrit une fameuse lettre et mémorandum où il dit « L'organisation actuelle de l'Alliance occidentale, Atlantique Nord, ne répond plus aux conditions nécessaires de la sécurité pour l'ensemble du monde libre. » Parce qu'il dit en réalité, il y a des théâtres d'opérations mondiaux, et en fait, le cadre de l'OTAN est complètement dépassé. Donc il faut repenser le fonctionnement de l'OTAN et son cadre géographique. Il ajoute, à la solidarité des risques encourus ne correspond pas la coopération indispensable quant aux décisions prises et aux responsabilités. Et il dit, il faut qu'il y ait un directoire au sein de l'OTAN entre les États-Unis qui associe la France et la Grande-Bretagne, d'autant, dit-il, que l'arme atomique n'est plus désormais le privilège des seuls États-Unis. Donc il faut une nouvelle organisation avec, à la base de l'Alliance, une coordination politique et stratégique qui notamment porte sur l'emploi des armes nucléaires. Il faut prévoir et organiser des théâtres d'opérations extérieures qui seront subordonnés à l'organisation générale. Et dit-il, dans le cas contraire, il posera la question du développement de sa participation à l'OTAN. Alors la lettre de De Gaulle reste sans réponse, surtout qu'il est très isolé, les Anglais ne le soutiennent pas. Les États-Unis ne sont pas dans cette logique-là, ils n'ont pas vu encore arriver la Ve République avec toute sa force. Et donc, en fait, dès 1958, avant même que la Ve République soit installée, De Gaulle sait qu'il devra quitter l'organisation militaire intégrée. Ce n'est pas une surprise ce qui se passe en 1966, c'est quelque chose qui est préparé, il le sait, parce qu'il a compris que l'OTAN n'est pas le cadre suffisant. Et puis il va y avoir la doctrine McNamara, il va y avoir la théorie de la riposte graduée, il va très vite comprendre, essayer de faire comprendre aux autres États européens, et notamment l'Allemagne, que, en cas de conflit sur le théâtre européen conventionnel, les États-Unis n'exposeront jamais la sécurité globale de leur continent et ne mettront jamais en jeu la dissuasion nucléaire pour préserver le théâtre européen. Et donc, on a toutes les chances, en cas de guerre, de voir l'Europe devenir le premier théâtre d'opération d'une guerre à plusieurs étapes. Et donc, il faut que l'Europe s'organise militairement parce qu'elle est une civilisation et que la France s'organise de façon à avoir une défense indépendante. Comme dit toujours De Gaulle, il faut que s'il y a une guerre, il faut que cette guerre soit sa guerre et il faut qu'elle puisse avoir la marge de manœuvre indépendante pour préserver sa liberté, son intégrité et sa souveraineté. Mais De Gaulle ne conçoit les choses à la fin des années 50 et au début des années 60 que dans un cadre européen au départ. Il veut trouver des soutiens. Il n'est pas du tout dans une logique de dissociation de l'Alliance Atlantique. D'ailleurs, au moment de la crise de Berlin en 61, au moment de la crise des fusées en 62, il est l'allié le plus fidèle des États-Unis et le plus réactif, beaucoup plus que l'Angleterre de Macmillan au moment de la crise des fusées, au moment de la crise de Cuba. Donc ce n'est pas un problème de solidarité au sein de l'Alliance Atlantique, c'est simplement un problème de réalisme. L'OTAN est une organisation militaire sans visée véritable, sans coordination politique et stratégique. Je crois que c'est ça qui est capital pour comprendre la vision de De Gaulle. Et donc se retirer de l'OTAN, pour lui, ce n'est pas renoncer, progressivement, ce n'est pas renoncer à cette vision politique et stratégique. Et il va essayer de développer un axe européen fondé sur l'Europe des États. On dit, comme vous le savez peut-être, il n'a jamais parlé d'Europe des patries. Il a même rétabli cet élément dans une conférence de presse célèbre, mais d'Europe des États. C'est pour ça qu'il essaie de promouvoir une Europe politique totalement distincte de la communauté européenne, un excellent traité de commerce, la communauté européenne, il dit. Mais il dit, on ne va pas fonder une Europe politique et une Europe qui puisse assurer sa défense sur un traité de commerce. Il est contre la vision type Jean Monnet qui dit qu'en fait, l'Europe politique découlera de l'Europe du commerce et le parapluie nucléaire américain assurera la sécurité du continent. De Gaulle n'y croit pas et il veut promouvoir une Europe politique qui est distincte et pas contradictoire avec le marché commun, et c'est le sens des plans Fouché qui ne seront pas suivis. Et il essaie aussi, comme ça ne marche pas, il essaie de faire un axe avec l'Allemagne. Réconciliation franco-allemande spectaculaire, une quinzaine d'années seulement après la fin de la guerre. Il arrive presque au but avec Eisenhower, mais là aussi, et Jean Monnet n'y est pas étranger, la portée du traité franco-allemand est vidée de sa substance. Donc je crois que c'est très important de comprendre que si l'OTAN n'est pas l'Occident,
ce n'est pas tellement parce que une question de géographie ou une question, c'est simplement que pour De Gaulle, ce qui compte, ce n'est pas uniquement les armements, c'est la façon dont on les utilise et les façons dont le système de défense est articulé avec une conception générale de l'organisation politique d'un ensemble. Et d'ailleurs, il n'utilise jamais, De Gaulle, j'ai un peu cherché, il n'aime pas le terme Occident, il n'emploie pas le terme d'Occident, il parle de puissance occidentale. Pour lui, l'Occident, c'est une certaine forme de civilisation qui s'incarne dans l'Europe et qui, pour lui, se prolonge jusque en Amérique latine, dans son voyage très long en Amérique latine, au début des années 60, il va le dire, vous êtes un prolongement de l'Europe parce que vous êtes des latins, vous êtes des chrétiens, vous faites partie de la même civilisation. Pour lui, l'Occident, c'est ça, mais la transcription politique et militaire de ce que peut être l'Occident, c'est autre chose, et d'autant qu'il croit, comme vous le savez, et ça je ne vais pas renverser la table en vous disant cela, il croit à la pérennité des nations, au fait que la Russie triomphera des idéologies, etc., etc., etc. Donc je crois que c'est important de comprendre cela. Ça explique beaucoup de choses en France. Ça explique l'organisation militaire en 1964, le décret sur la force aérienne stratégique, la conférence de presse du 31 janvier 1964 où De Gaulle dit que le président de la République est la clé de tout. On a pris ça pour une profession de foi autocratique, alors qu'en réalité, c'est la mise en accord d'une constitution militaire qui est la constitution qu'il a mise en œuvre avec Pierre Messmer, un grand ministère des armées qu'il crée, l'arme nucléaire, la stratégie de dissuasion tous azimuts, c'est le corollaire du système politique, et tout cela s'incarne dans la personne du président de la République. C'est quelque chose qu'il va léguer à ses successeurs, et certainement dans l'héritage gaulien, c'est ce qui est le moins abîmé, ce que ses successeurs ont le moins abîmé, mais on peut leur faire confiance. Tout n'est pas perdu, ça peut aussi être abîmé, mais il reste cela, et les étrangers l'ont observé récemment. Donc voilà, ce que je voulais dire un petit peu pour résumer cela, je crois que c'est très important de comprendre que, en fait, ce qui est très important pour De Gaulle, et en cela c'est un lecteur des grands moralistes du XVIIe siècle, c'est aussi un lecteur de Clausewitz, c'est un lecteur de Vauban, c'est un lecteur de multiples auteurs qui ont pensé les questions de défense. Pour De Gaulle, ce qui est important, c'est les questions de civilisation. Les civilisations sont fragiles, elles doivent se donner les moyens de se défendre à travers des organisations politiques, des organisations militaires, mais à la base de tout, c'est ce qu'il dit d'ailleurs pendant son discours en Amérique latine, il dit, quand il parle des peuples qui ont des valeurs communes en réalité, il dit il y a quelque chose de moral qui nous imprègne et qui nous unit. Et c'est ça que De Gaulle estimait nécessaire, de transcrire dans l'organisation de la défense, non seulement de la France, mais de l'Europe tout entière. Et c'est fascinant de voir qu'après la disparition de De Gaulle, petit à petit cela s'est perdu, et au cours des années 1990-2000, il s'est passé ce phénomène, c'est que l'OTAN est resté de plus en plus dans la ligne de son modèle initial. Elle est devenue de plus en plus un système purement militaire, mais même un système de formation des cadres, à domination américaine croissante, qui s'est culminé avec Biden, alors qu'elle décrochait de plus en plus finalement de sa vocation originelle. On n'était plus du tout dans le cadre de l'affrontement Est-Ouest. Et aujourd'hui, on en est là, puisque tout est à terre, tout est à plat, parce que tout ce système qui a culminé avec Biden ne marche plus avec Trump. Et je terminerai ce bref aperçu, un peu cavalier, en vous citant un propos que De Gaulle a tenu en février 68 à l'école militaire. Et il a dit, devant des cadres militaires, la dissuasion, notre système de dissuasion tous azimuts, c'est vraiment la façon la plus efficace de défendre notre indépendance et de nous garantir la paix en cas de guerre en Europe, parce que nous ne savons pas qui gouvernera les États-Unis dans 20 ans. Il dit ça en février 68. Merci Arnaud Tessier. On reviendra sans doute pendant le débat sur la question de l'arme atomique, de la dissuasion, de jusqu'où l'utiliser, éventuellement l'étendre. Au départ, Jean-Dominique Merchet, il y a 12 membres à l'OTAN, il y en a maintenant 32. Au fond, si on quitte la profondeur historique pour voir les choses aujourd'hui, comment voyez-vous
Jean-Dominique, la situation dans le moment actuel, avec notamment l'arrivée de Donald Trump et la guerre en Ukraine. Vous avez 10 minutes pour répondre à cette question. Voilà. Bon. Eh bien, au risque de vous décevoir, Stéphane, je vais refaire un peu d'histoire, mais je le ferai donc dans un deuxième temps. Évidemment, Trump, ça secoue. Ça secoue tout le monde, les États-Unis d'abord, les Européens beaucoup, et l'Alliance Atlantique aussi. Mais, ne rêvons pas sur ce qui était avant Trump et ce qui pourrait être après Trump. On parle de l'OTAN. On s'interroge beaucoup, donc vous avez tous, un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de cet fameux article 5. L'article 5, c'est le cœur de l'Alliance Atlantique. L'article 5, il dit, en cas d'attaque armée contre l'un des membres de l'Alliance Atlantique c'est l'OTAN, c'est la même chose, enfin, plus ou moins, l'OTAN, c'est l'organisation qui met en œuvre l'Alliance Atlantique. Donc, en cas d'attaque armée contre un membre de l'Alliance Atlantique, les autres membres devront, je cite, prendre les actions qu'ils jugeront nécessaires, y compris l'emploi de la force armée. Ça, c'est le texte. C'est le texte qui date de 1949. Et pourquoi ce texte existe? Pourquoi qu'il jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée? C'est les Américains qui ont demandé ça en 1949. Les Européens voulaient un engagement ferme, absolu. Voulaient que les Américains disent si la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie sont attaqués, les Américains devront intervenir automatiquement. Les Américains ont refusé en 1949 avec une explication tout à fait légitime en disant nous sommes un pays souverain et dans un pays souverain, les gens qui ont le pouvoir de décider de la paix ou de la guerre, c'est le Congrès des États-Unis. Et donc nous ne pouvons pas signer un traité qui mettrait en cause la capacité souveraine de notre pays à décider si oui ou non nous rentrons en guerre. Donc dès l'origine de l'Alliance Atlantique, il est précisé dans les textes que les États-Unis, comme d'ailleurs tout autre membre de l'Alliance Atlantique, se réservent le droit d'agir, de ne pas agir, d'agir comme elle l'entend, y compris par l'emploi de la force armée. Donc, il ne faut pas rêver, il ne faut pas fantasmer sur l'engagement initial des États-Unis. Aujourd'hui, on voit bien que, notamment les Européens de l'Est, s'inquiètent beaucoup de est-ce que les États-Unis viendraient à notre secours, etc., si nous étions attaqués. Mais c'est un débat qui a eu lieu depuis l'origine de l'OTAN, avec des moments forts et des moments moins forts. Mais moi, je me souviens, à l'époque de la guerre froide, des débats permanents sur le thème est-ce que les États-Unis risqueraient, par exemple, le sort d'une ville comme Chicago pour protéger Hambourg? Est-ce qu'ils risqueraient Boston pour protéger Bruxelles? Est-ce qu'ils risqueraient Miami pour protéger Paris? Cette question s'est posée en permanence et elle s'est tellement posée que les Américains, à un moment, songeaient à des formes de découplage, de faire des... Oui, bon, pas tout de suite, pas immédiatement. C'est-à-dire que s'il y avait une attaque en Europe, on utiliserait des armes nucléaires, mais des armes nucléaires de théâtre, c'est-à-dire en Europe, pas tout de suite celles qui engageraient les États-Unis, etc. Donc, relativisons quand même la gravité, plus exactement la nouveauté de ce qu'il se passe aujourd'hui avec Donald Trump. J'en reviens à la question, alors, avec une nuance de taille, c'est que cette alliance, 1949, aujourd'hui, elle a donc 75 ans, 16 ans. Elle a super bien fonctionné. Parce que le gars d'en face, parce que clairement, l'OTAN a toujours été fait pour dissuader d'abord l'Union soviétique, puis la Russie, a toujours cru
que les États-Unis s'engageraient. Parce que s'ils n'avaient pas cru ça, ils auraient déclenché une guerre à l'époque de la guerre froide. Ils n'auraient pas respecté la séparation de l'Europe en deux. Et aujourd'hui, il y aurait des troupes russes en Estonie, en Lituanie, peut-être en Pologne. Ils y ont cru à ça. Que nous, Européens, puissions ou ayons pu avoir des doutes sur la question, c'est une chose, mais c'est destiné au gars d'en face. Or, le gars d'en face, il y croyait à l'engagement américain. Il y croyait d'autant plus qu'il y avait des militaires américains sur le sol européen, jusqu'à 300 000, et des armes nucléaires américaines sur le sol européen. Et à ce jour, il y en a toujours, et il y en aura même de plus en plus, puisqu'il y en aura de nouveau en Grande-Bretagne. Je ferme la parenthèse sur... C'était le deuxième sujet que nous voulions abattre. La première question, c'était sur la définition de l'Occident, l'OTAN. Est-ce que ça se recouvre? Alors, je ne me risquerai pas à décrire, à même tenter de définir ce que pourrait être la civilisation occidentale. Mais l'Occident, ça existe. Et ça existe de manière... Il n'y a pas un endroit où on est en Occident et un endroit où on n'est plus en Occident. C'est pas noir et blanc. C'est une zone grise. Je pense que l'Occident a un cœur. Si on devait définir le cœur de l'Occident, je dirais que ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Ça, c'est le trio, c'est le noyau dur de l'Occident. Et après, tout gravite autour. Prenons le cas de l'Allemagne. Aujourd'hui, qui remettrait en cause le fait que l'Allemagne est un pays essentiel de l'Occident? Personne. Or, cette question s'est posée en Allemagne pendant des décennies et des décennies. Est-ce que l'Allemagne, par les intellectuels allemands, par les historiens allemands, est-ce que l'Allemagne est un pays occidental? Il y avait toute une école politique, historique en Allemagne qui disait non, l'Allemagne a le Sonderweg, c'est-à-dire cette voie particulière, cette voie spéciale qui fait que l'Allemagne n'est pas un pays occidental. La question a été tranchée en 1945, mais... Et encore, pour l'Allemagne de l'Est, elle n'a été tranchée qu'en 1989-90. Mais l'Allemagne est-elle un pays occidental? Le débat a couru dans toute l'histoire allemande jusqu'au XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. C'est dire si ces définitions sont assez compliquées. Je voudrais dire également sur cette notion d'OTAN et d'Occident. Alors l'OTAN, c'est très facile à définir, comme l'Alliance Atlantique. C'est un traité que des gens signent et que des gens respectent. À quoi ça sert? Le premier secrétaire général de l'OTAN, le Britannique Lord Ismay, avait une formule assez géniale. Il disait, l'OTAN, ça sert à trois choses. To keep the Americans in, garder les Américains à l'intérieur. To keep the Soviets out, garder les Russes en dehors. To keep the Germans down, maintenir les Allemands en bas. Ça servait à ça, l'OTAN, depuis 1949. Or, on a eu je suis un atlantiste, je l'assume assez bien parce que j'ai vu, on sait ce qu'a été l'absence d'alliance atlantique. On l'a vécu en Europe. L'Alliance Atlantique, elle est née en 1949, mais elle est née avec au moins 30 ans de retard. L'Alliance Atlantique, elle aurait dû naître en 1919. C'était d'ailleurs l'ambition de Georges Clemenceau. Georges Clemenceau avait cette idée. Il voulait une alliance atlantique, une alliance des trois, des Britanniques, des Américains et des Français, avec un engagement des Américains et des Britanniques à venir défendre la France si la France était attaquée à l'époque par l'Allemagne. Voilà. Or, cette idée est dans l'air. Dès 1918, 1919, 1920, il y a cette idée de faire une alliance atlantique entre les grandes démocraties occidentales. Ça ne marche pas, ça va échouer du fait des Américains. Les Américains vont refuser, le président Wilson, etc., enfin tout ça est très documenté, refuse l'alliance atlantique, refuse la création de quelque chose qui soude les alliés. Tout le monde sait comment ça se termine 20 ans plus tard. Ça se termine par une nouvelle guerre. Et les Américains, en 1945, en tirent la leçon, se disent on ne va pas recommencer la même erreur qu'en 1919, et on va, cette fois-ci, s'engager à la demande des Européens. N'oublions jamais que l'OTAN, c'est une création faite à la demande des Européens pour les protéger contre les menaces qu'ils estiment ne pas être capables de se défendre tout seuls. Dernière
question, est-ce qu'on peut imaginer une défense de l'Europe sans l'OTAN? Là, je suis assez sceptique. J'ai écrit il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, un petit livre qui s'appelait « Défense européenne, la grande illusion ». Je continue à penser que ça reste très difficile, c'est sans doute nécessaire. Peut-être que les faits géopolitiques, notamment l'éloignement des États-Unis, nous obligeront à aller plus vite, plus loin, mais nous nous heurtons à un vrai problème. Ce problème, ça s'appelle les armes nucléaires. La défense ultime, elle repose sur les armes nucléaires. Or, qui possède des armes nucléaires? Les Américains, les Britanniques, les Français. Les autres pays européens, sans exception, ont l'interdiction, au regard du droit international, de se doter d'armes nucléaires. Ça s'appelle le traité de non-prolifération nucléaire qui a été signé en 1968. Si vous n'avez pas des armes nucléaires pour assurer votre défense ultime, pas tous les jours, pas contre toutes les agressions, mais vous dépendez des armes nucléaires d'un autre. C'est pourquoi tous nos alliés européens, sans exception, en dernier ressort, s'en remettent aux États-Unis parce que les États-Unis ont un armement nucléaire qui assure leur dissuasion, la dissuasion pour eux. Alors, il y a qui sont des réflexions extrêmement importantes. Je suis absolument favorable à ça. Mais jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. C'est elle qui assure la défense du continent européen. Et je ne vois pas, sauf bouleversement important, l'Union européenne être capable de se doter rapidement d'une telle force de dissuasion. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Dominique. Général Paloméros, ce n'était pas le cadre hier matin de vous faire part d'une interrogation à écouter le nouveau chef d'état-major des armées. Mais nous l'avons entendu dire à Rouvieux, au Sénat à Paris, que selon lui, il faudrait 3 ans pour que l'armée française, avec des efforts, soit à la hauteur de la période. Et je parle sous votre contrôle à tous, mais à vous, général. J'ai entendu dire que selon les spécialistes, il faudrait 5 ans pour pouvoir se passer des États-Unis pour faire face à la Russie et 10 ans pour remplacer l'OTAN. Et donc, plus précisément, à vous, général, j'aimerais vous poser 2 types de questions. Votre analyse sur la question des moyens de la France et de l'OTAN, et une deuxième question dans les interventions d'Arnaud et Jean-Dominique. Vous avez dirigé l'OTAN. Est-ce que l'OTAN, sans les Américains, c'est une tour de Babel? J'ai entendu dire que la brigade franco-allemande ne fonctionnait pas réellement parce que les Allemands étaient tenus par la cour de Karlsruhe avant de s'engager. Donc, est-ce que c'est vrai? Donc, voilà 2 types de questions, les moyens et la question politique du leadership et des diversités européennes au rang responsable de l'OTAN que vous avez été. Merci. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de cette Cité des débats. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est la première fois que je viens ici. C'est inspirant. On a eu une journée fabuleuse. Je n'étais pas là hier, comme vous le disiez. On était sur un autre colloque avec l'état-major des armées. On en parlera.
Mais, et puis c'est inspirant parce que la Cité des débats, les débats dans la Cité, on sent bien que ça nous manque quelque part, cette agora où on peut se parler. Dernier élément, Jean-Dominique concourra certainement avec moi pour dire que la télé c'est bien, mais vous c'est beaucoup mieux. Alors, il y avait quand même une question liminaire, donc je ne vais pas la sauter. C'est effectivement l'Occident. J'étais assez embarrassé avec cette question, mais beaucoup d'acteurs y ont répondu. Et Jean-François Colosimo, avec sa verve et son talent, l'a bien évoqué. J'allais vous parler de la racine, effectivement, latine. J'aime bien l'étymologie, la racine latine d'Occident, mais... Bon, il m'a coupé l'herbe sur le pied, il vous a expliqué que c'était la mort, donc ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite. Et donc, je me suis dit que finalement, peut-être qu'avec Trump, on pourrait dire que l'Occident aujourd'hui, au sens figuré, au sens propre, est à l'Ouest. Je ne sais pas si ça peut vous aller, ça, mais... En tout cas, se poser des questions, et vous en avez posé quelques-unes. Alors, moi, on arrive à la fin de la journée, vous êtes certainement un peu lassé, mais toujours... très vigilant, et c'est bien, très actif. Moi, je vous emmène dans mon vol, parce que quand j'ai eu cet honneur, un signe d'être désigné comme commandeur suprême pour la transformation de l'OTAN, c'est-à-dire la préparation de l'avenir, sachant qu'il y a l'autre commandant suprême, c'est le commandant suprême dont on parle aujourd'hui beaucoup à la télévision, qui est celui qui est en Europe et qui est en charge des opérations et qui est toujours un Américain depuis la création de l'OTAN, ça s'explique, pas besoin d'explication, et qui est aussi patron des forces américaines en Europe. Il a un double chapeau. Ils aiment bien ça, les doubles chapeaux, parce que ça peut créer des opportunités, mais aussi des ambiguïtés parfois. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier commandant suprême de cette nature, c'était Dwight Eisenhower, avant qu'il devienne président des États-Unis. Donc, ils avaient mis du lourd, si vous voulez, pour contrôler cette organisation. Jean-Dominique a beaucoup parlé de l'article 5, à juste titre, et je ne rajouterai pas un mot à ce qu'il en a dit. Mais en fait, le traité de Washington, alors là, c'est un peu le puriste qui parle, c'est un magnifique traité. Il y avoir 14 ou 16 articles, 14 articles, je crois. Mais il est lisible, il est intelligible, il n'a pas pris une ride, et il est engageant au bon sens du terme. Mais ce n'est pas un traité militaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un vrai traité politique. Qu'est-ce qu'il dit? En résumé, pour être limpide, premièrement, il est accroché, en quelque sorte, à la Charte des Nations Unies, parce que les Nations Unies venaient de naître, en fait. C'est les mêmes hommes qui ont créé tout ça. Et ils sont nés aussi par la volonté des alliés au sens large du terme, puisqu'on avait gagné la guerre non seulement avec les alliés tels qu'on les reconnaît aujourd'hui, mais avec la Russie quand même, il ne faut pas l'oublier, et puis et avec la Chine quelque part. Et donc, profitant de cet élan, la création des Nations Unies qui répondait à une véritable aspiration, eh bien, finalement, la création de l'Alliance Atlantique, elle s'est appuyée sur cette base. Et quand vous voyez le premier article, il stipule très clairement que l'Alliance Atlantique, on ne parle pas encore de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, le fondement de sa naissance et de son opportunité, en quelque sorte, c'est la Charte des Nations Unies. Premier élément. Deuxième élément, l'article 2, il est passionnant parce qu'il reconnaît qu'il y a un lien direct entre défense et économie et que les alliés s'engagent, et ça va vous faire sourire, s'engagent à harmoniser leur politique économique et à faire en sorte de ne pas, en gros, se faire la guerre économique. Ce n'est pas exactement dit comme ça, c'est plus diplomatique. Et évidemment, quand on met ça aujourd'hui à l'ère de Mr. Trump, on voit bien qu'on est sorti de l'épure. Et c'est peut-être là que se situe le vrai débat. Pourquoi? Parce que les hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque, après, mais qui ont fondé tout ça, en fait, ils avaient de la mémoire, ils avaient de l'audace, ils avaient du courage. La mémoire, c'est 2 guerres mondiales dévastatrices. Plus jamais ça. Il pouvait y avoir des calculs politiques, mais le fond, il était là quand même. Plus jamais ça. Comment on fait? On crée quelque chose qu'on n'a jamais créé. C'est-à-dire l'enthousiasme d'une alliance, pas une coalition de circonstances, quelque chose qui s'ancre dans le fond. Et ils ont analysé les causes profondes des divergences qu'il y avait eu en Europe et qui ont ensuite
raisonner et créer des guerres mondiales. Et c'est pour ça qu'ils ont doté cette alliance de ce traité. L'article 3, il est aussi très intéressant parce qu'il dit qu'il faut que les alliés, se reconnaissant en tant que tels, à l'époque ils étaient 12, aujourd'hui on est à 32. C'est pas par hasard. Les alliés, il faut qu'ils fassent leur devoir, qu'ils accomplissent leur devoir, qu'ils apportent leur obol. Et c'est ce que les Européens, progressivement, ont oublié, sauf la France, la Grande-Bretagne peut-être, quand il s'est agi de payer cet obol, c'est-à-dire d'investir dans cette défense. C'était tellement facile de laisser les autres le faire. Et maintenant, on paye la facture. Mais c'était inscrit dans l'histoire. Donc, article 3, l'article 4, c'est la consultation, et l'article 5, Jean-Dominique en a parlé, effectivement. Alors là-dedans, il n'y a rien de militaire, parce qu'il faut savoir qu'à la création de l'Alliance Atlantique, elle n'avait pas vocation vraiment à mettre en œuvre des moyens militaires. C'est simplement parce qu'on n'a pas su la doter, et là je ne veux pas rentrer dans le détail de la communauté européenne de défense, mais c'est parce qu'on n'a pas su la doter d'outils militaires européens. Bon, il faut quand même se rappeler que les pays européens, ils étaient exsangues. Ils sortaient d'une guerre mondiale dévastatrice. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils apportent? Peut-être la Grande-Bretagne un peu pour ce qui lui restait. Bon, mais il y avait toute la force, la production industrielle américaine. Vous imaginez donc, c'est pas un hasard ce qui s'est passé. Ils nous ont pas envahis. Ils nous ont envahis pour notre plus grand plaisir, si je peux dire, pour notre destin. Ils nous ont permis de repartir de l'avant. Donc ça, c'est un premier élément qui m'a inspiré quand je suis allé prendre le commandement de la transformation de l'OTAN. Ensuite, le deuxième élément, je me suis dit, mais à l'époque, il y avait 28 pays. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut apporter à ces 28 pays pour consolider cette alliance? C'était en 2012. En 2012, on était un peu entre deux eaux, si vous voulez. Il y avait eu évidemment des signes, mais les signes, ils valent ce qu'ils valent. C'était la Géorgie, ouais, c'est loin, l'Abkhazie, ouais, d'accord, mais bon, c'est des petites... Et puis, ça s'était plutôt bien terminé. Et donc, bon, c'était un peu rayé de la carte, mais il faut faire attention aux signaux faibles. Souvent, ils sont annonciateurs d'orages. Donc 2012, on n'a pas encore vraiment décidé de réinvestir. Malheureusement, contrairement à ce que les chefs... J'étais chef d'état-major de l'armée de l'air avant, donc, et responsable des plans et des programmes de l'état-major des armées. On s'est rencontrés à ce moment-là, sous les ordres du feu général Georges Lain, tu t'en souviens. Et on s'est vraiment battu, je peux vous dire, pour essayer de faire en sorte de faire comprendre aux décideurs qu'on avait un problème. On avait un problème parce que toutes les autres grandes puissances se réarmaient et que nous, on était toujours dans le déclin. Même si chaque président de la République avait annoncé, enfin, plus ou moins clairement, qu'ils avaient envie de redonner de l'énergie à la défense, mais dans les faits, le compte n'y était pas. On peut dire quand même que la France a réussi malgré tout à entretenir une armée digne de ce nom et à peu près sur tout le spectre, mais dont l'épaisseur s'est réduite au fur et à mesure que les budgets se réduisaient. Et malheureusement, c'était très sensible. Donc moi, j'arrive dans cette circonstance. Il faut absolument que j'essaye de gommer un peu cette grosse aspérité d'opposition entre les Européens, l'OTAN. Moi, je suis convaincu de l'Européen. On a parlé longuement, on a fait des articles sur l'autonomie. Moi, je suis un fanatique de l'autonomie stratégique européenne. Personne ne savait ce que c'était. Je dis, bon, il y avait la souveraineté d'un côté des pays, parce qu'il faut qu'ils assument leur souveraineté, les pays. Le Danemark, aujourd'hui, qui a des drones qui volent au-dessus de son territoire, il doit assumer cette souveraineté. C'est à lui de le faire. C'est l'article 3, là. Faites votre job pour que les autres soient pour que collectivement, nous soyons mieux protégés. Donc, premier élément, faire en sorte que les pays soient conscients qu'il faut qu'ils fassent ce job. Et donc, j'ai fait mon petit tour des pays pour aller voir les ministres, les chefs d'état-major, parfois les présidents, quand ils voulaient bien me recevoir. Ils m'ont dit une chose. Ils m'ont dit, vous savez, tous, hein, le dernier en date, c'était l'Albanie. Là, ouais, on est à la limite de l'Occident. Hein. Bon, peu importe. Mais c'est pas grave, ils font partie de l'Alliance Atlantique. Maintenant, il y a le Monténégro, la Macédoine du Nord, si vous n'avez pas suivi. La Suède et la Finlande, pour notre plus grand bonheur, si je puis dire. Et quand j'ai vu ces pays, ils m'ont dit deux choses. Nous, vous savez, enfin les Européens, aujourd'hui, donc 23 pays européens sur 32, c'est quand même une belle majorité, de l'Union européenne, parce qu'il y a d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne, la Norvège. Donc,
Ils m'ont dit, on n'a pas deux budgets, ça, je le sais. Et donc, faites en sorte que ce qui est bon pour l'Alliance Atlantique soit bon pour l'Europe. Je dis, vous savez, moi, comme Européen, c'est ma vocation. Il faut qu'on fasse converger l'ensemble. Mais encore faut-il équilibrer. Et on a commencé à analyser, effectivement, et j'en arriverai à la réponse à votre question, quels étaient les déficits. Il y en avait. Il y avait des déficits qui étaient assez conceptuels. Par exemple, nous ne sommes pas dotés d'une défense antimissile. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. 2002, je suis en face à Madame Elio-Marie, qui était une très bonne ministre par ailleurs. Et je lui dis, Madame la ministre, il faut que dans 15 ans, on ait une défense antimissile. Bah, évidemment, on avait des tas d'autres choses à faire. On ne s'est pas lancé dans cette aventure, même si on a gardé des capacités fort heureusement industrielles. Et le deuxième élément que j'avais dit aussi, il y a des témoins peut-être qui pourront l'attester, c'est on rentre dans l'ère des drones. Je les avais vécus en 1995, j'ai vu des drones survoler la Bosnie. Ça a été la révélation. Je me suis dit, mais des drones surveillaient longtemps, transmettaient des informations en temps réel. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, pilote de chasse, enfin, ça m'a interpellé quelque part, mais d'un autre côté, je trouvais là un moyen extraordinaire d'optimiser la surveillance et tout ça. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a pas été un grand succès. Hein. Je le regrette beaucoup. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise ce qui se passe aujourd'hui. Raison de plus pour se lancer dans ce débat. Donc vous voyez déjà quels sont les points faibles aujourd'hui de notre défense. Mais dernier élément sur mon petit voyage dans l'OTAN, j'ai découvert ce que c'était vraiment que l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à ma grande surprise, et une surprise, comment dirais-je, très positive en quelque sorte. Une alliance, une organisation politico-militaire unique. C'est le seul endroit où les pays, les 32 pays, sont plus des partenaires. Il y a au moins une quinzaine de partenaires, et c'est très bien, comme ça permet de faire le lien, d'exporter un peu, non pas le modèle, mais cette volonté de paix que porte l'OTAN. C'est ça le véritable message de l'Alliance Atlantique, c'est on porte la paix, nous rejoignent ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, on n'envahit personne, vous voyez ce que je veux dire ? L'épisode qui a été cité tout à l'heure, on pourrait y revenir de 1999, est sans doute une erreur, mais elle est explicable. Mais autrement, globalement, l'OTAN a accueilli ceux qui voulaient bien la rejoindre, ceux qui pouvaient la rejoindre, qui ne montraient pas de blanche en quelque sorte, qui étaient prêts à la rejoindre. Et on voit que par exemple les Pays-Baltes, qui étaient quand même peut-être l'archétype de cette défection vue de la Russie et cet accueil de nouveaux membres vus de l'Europe, ont fait pour essayer de se protéger. Même s'ils n'ont pas les moyens aériens pour se protéger, qu'est-ce qu'on a fait ? On a partagé. En 2004, j'étais au sein de l'armée de l'air, on a envoyé nos avions pour tourner et assurer la souveraineté de l'espace aérien des Pays-Baltes. Ça, c'est l'OTAN dans ce qu'elle a de meilleur. Mais pour revenir à l'organisation, c'est le seul endroit au monde aujourd'hui où on a des pays qui sont représentés par des ambassadeurs qui, jour et nuit, pour certains, travaillent sur la paix et la sécurité, sur la défense. Vous ne trouvez pas ça au niveau national. Vous allez trouver des organisations qui peuvent se rapprocher, mais c'est le seul endroit où il y a cette réflexion permanente et cette interaction entre politique militaire. Ça, c'est très fructueux et je pense que ça doit nous inspirer. C'est ce qui manque aujourd'hui, très honnêtement, et Dieu sait si je suis européen, Dieu sait si je soutiens les efforts de l'Union européenne. Trop longtemps, on a banni le terme défense du vocabulaire européen. Quelle erreur! On n'a pas su faire la transition entre l'Union de l'Europe occidentale, vous vous souvenez, c'était quelque chose de très structuré en fait. Et on ne s'est pas rendu compte qu'on avait là un de ces outils qui pouvait permettre à l'Europe de s'exprimer, aux Européens de s'exprimer. On a pensé que ça allait de source, que l'Union européenne allait sans doute reprendre ça. Mais non, c'était inscrit nulle part. Et bien au contraire, on lui a expliqué, d'ailleurs comme on a expliqué aux investisseurs, que surtout pas dans la défense, c'est ça, ça tue, il y a des bombes. Donc non, vous emmerdez pas à investir là-dedans. Ben oui, mais maintenant on est en train de leur expliquer le contraire en disant si on n'est pas en économie de guerre. Hein. Il y a eu des débats sur l'économie de guerre. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais loin de là. Mais si on n'a pas l'apport, et surtout dans la situation économique qui est la nôtre, l'apport d'investisseurs externes, ça va être difficile, notre job. Ça va être extrêmement difficile. Donc, il faut regagner les cœurs. Ça, c'est
la force morale, il faut regagner les esprits. Ça, c'est convaincre que les investissements de défense, ça rapporte de la paix, ça rapporte de la sécurité, mais ça rapporte aussi de l'innovation. Vous savez, quand l'agence, la DARPA, la fameuse agence d'innovation aux États-Unis, elle se nourrit de ce budget de défense américain. Et bon, je vais arrêter là parce que je suis un peu long, mais mon sentiment, pour parler de l'Allemagne, qui a un gros potentiel, c'est qu'elle a compris. L'Allemagne, elle a compris qu'on avait changé de monde. Et là, elle va investir lourdement dans la défense. Il ne faut pas en être surpris. Hein. Personne ne viendra dire « on ne me l'a pas dit ». Je vous le dis. Elle va investir lourdement dans sa défense. Nous espérons, j'espère qu'elle investira au sens européen du terme. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment clair. Mais ça va devenir une véritable puissance. Il faut qu'on s'organise. Donc, c'est le moment de s'accrocher et de ne pas se laisser décrocher les wagons. Il y a des projets qui sont prévus en commun. Cela, si par hasard on n'arrive pas à l'amener à bout, je prévois des temps un peu difficiles. Donc, en gros, je pense que l'Union européenne, et je suis désolé d'être aussi synthétique, mais si les Américains vraiment lâchaient la barre, je ne les vois pas lâcher la barre. Est-ce que Trump, il a déjà fait 4 ans, première fois. Il a dit des insanités, il a monnayé. Évidemment, pour lui, l'OTAN, c'est un deal, donc, comme le reste de son job, d'ailleurs. Donc, voilà, il fait le deal. Toi, si tu es gentil, et si tu payes ton écho, je viendrai, j'assurerai l'article 5, mais c'est un article 5 facultatif, quoi, en fonction à la tête du client, en quelque sorte. Évidemment, ce n'est pas l'esprit, hein, vous l'avez bien compris. Mais globalement, ils sont là. Si vous interrogez le commandant suprême américain aujourd'hui en Europe, il n'y a pas plus européen que lui. Et c'est vrai d'ailleurs pour les militaires américains dans leur ensemble, qui sont, à mon sens, pour ceux que je connais, très mal à l'aise avec la situation actuelle. Donc, si l'Union européenne, non, si les Européens, parce que c'est intéressant de voir comment les Européens s'organisent vis-à-vis de l'Ukraine aujourd'hui. C'est la coalition de volonté. Très intéressant. C'est des pays de l'OTAN, globalement, ils appartiennent tous à l'OTAN, la plupart de l'Union européenne, mais y compris la Grande-Bretagne, qui n'y est malheureusement plus, la Norvège et quelques autres, qui disent nous, on veut continuer. D'accord, vous, les Américains, c'est assez étonnant, mais c'est aussi encourageant. Alors, quelque part, je garde un optimisme. S'il faut le faire, on le fera. Ils le feront. Quand j'ai vu le chef d'état-major des armées hier avec d'autres chefs d'état-major, je les ai trouvés très déterminés, conscient, évidemment conscient des enjeux plus que tout. Il a vécu pendant plusieurs années auprès du président, il sait exactement de quoi il retourne, mais conscient des enjeux, mais confiant, parce qu'il sait qu'on peut compter sur des hommes et des femmes de qualité qui sont motivés et bien le mieux armés possible. Et ces hommes et ces femmes, c'est ça la vraie richesse. Et je termine évidemment par là, parce que quand on a eu l'honneur de commander l'armée de l'air, on ne peut pas le faire autrement. C'est vrai pour la marine, l'armée de terre, toutes les armées. C'est ça le vrai capital sur lequel on doit mobiliser. Et quand j'ai vu le capital humain des différents pays de l'OTAN, je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et moi, je reste optimiste. Merci, mon général. On vous a bien entendu, ainsi que Arnaud, Jean-Dominique. L'OTAN est une structure intégrée, mais politico-militaire et pas seulement militaire. Mais au départ, il y a un ennemi, l'URSS, et on a le sentiment que c'est bloc contre bloc. Est-ce que la nouvelle période, avec le repli des peuples, face à une globalisation qui échappe au peuple, n'explique pas, mon général et nos autres amis, que vous soyez obligés de faire la tournée des popotes comme vous l'avez fait de capitale en capitale, et que lorsque vous nous dites maintenant l'Allemagne va mettre le paquet, espérons que ça soit un paquet pour l'Europe, le constat pour l'instant, c'est qu'en matière d'armement,
les Allemands semblent peut-être plus regarder en termes d'industrie vers les Américains que vers nous. Ouais. Je voudrais nuancer ça. Les Allemands vont investir beaucoup, ça c'est évident. Mais ils ne vont pas acheter américain massivement. Ça, c'est une visu. Ça, c'est. Ils sont obligés d'acheter un certain nombre de choses aux Américains, notamment quelques avions F-35 pour mettre en œuvre l'armement nucléaire américain qui est sous double clé en Allemagne. Et ils sont obligés également d'acheter des missiles Patriot. Enfin, ils pourraient acheter des missiles franco-italiens sans paix, mais bon, ils ne sont pas très disponibles parce que la production n'est pas suffisante. Donc, voilà. Mais pour le reste, il y a une industrie militaire allemande très puissante. Dans le domaine terrestre, ils sont beaucoup plus puissants que l'industrie militaire française. Dans le domaine naval, très important. Et dans le domaine spatial, ils sont en train de monter très fortement en puissance. Et dans le domaine aérien, on voit qu'ils essaient de monter en puissance. Alors, ils n'ont pas les compétences françaises, ça c'est clair. En Allemagne, il n'y a pas l'équivalent de Dassault Aviation. C'est un gros problème. C'est pour ça que le projet franco-allemand et espagnol, le SCAF, est très menacé. Très menacé. Mais il ne faut pas penser que les Allemands vont acheter d'abord aux États-Unis. Ils vont d'abord acheter à l'industrie allemande, qui est une industrie puissante. Jean-Dominique, les chars, en matière de chars aussi. Ah ben évidemment, ils ont le Léopard, ils ont le meilleur char du monde. J'espère qu'il n'y a personne de chez Dexter dans la salle. Ouais. Les Américains ne savent pas faire de chars. Les Américains n'exportent aucun bateau, n'exportent aucun sous-marin. Voilà, les Allemands sont en train... Alors, avec deux réserves de taille. Ils n'auront pas l'arme atomique. Or, je répète, dans le monde tel qu'il est, il y a les pays qui ont l'arme atomique et il y a tous les autres. Et il y a une différence de nature entre ces pays. Et deuxièmement, l'Allemagne a un énorme problème de ressources humaines. Elle n'est incapable de recruter les effectifs nécessaires pour avoir une armée complète, professionnelle, compétente. Ils n'ont pas les effectifs. La France est dans une situation extrêmement privilégiée, puisque nous sommes quasiment le seul pays occidental à recruter, à bien recruter et à recruter largement. Bon, je sens que je suis rappelé à l'ordre. Oui, deux choses. D'abord, cette politique nouvelle de réarmement de l'Allemagne est quelque chose comme d'assez capital. Ça veut dire que les Allemands ont compris ce que De Gaulle leur expliquait il y a 60 ans, à savoir qu'il pouvait être tout simplement le champ de bataille d'un conflit européen. Et donc c'est très intéressant. Et ce n'est pas neutre, le fait que l'Allemagne redevienne une puissance militaire, même si elle est conventionnelle. Historiquement, quand on sait que l'histoire, c'est comme des cycles assez saisissants, c'est quand même pas tout à fait neutre. On ne peut pas quand même passer quand même ça totalement par profits et pertes. Et la deuxième chose, il y a une question quand même qui imprègne le débat aujourd'hui, c'est quid de la dissuasion nucléaire française et de la façon dont elle peut s'étendre au reste du continent européen, puisque la crédibilité de la dissuasion nucléaire française, elle tient d'abord à sa chaîne de décision qui est très courte et au fait que c'est une décision purement française. Donc il y a beaucoup d'ambiguïtés qui sont développées à ce sujet, mais c'est pourtant un sujet clé, parce qu'en réalité, tout le système qui avait été façonné par la Ve République, c'est un peu ça, c'est-à-dire cette incertitude sur ce que ferait la France s'il y avait une menace non seulement contre ses intérêts vitaux, et pas forcément sous la forme d'une attaque nucléaire, mais contre les intérêts vitaux qu'elle peut juger plus larges que son territoire. Et De Gaulle avait clairement laissé entendre à l'époque que l'Allemagne, le sort du territoire allemand, faisait partie des intérêts vitaux. Et là, on est quand même dans une sorte de nébuleuse actuellement qui est un peu inquiétante. Un tout dernier mot général et on va laisser la place au débat suivant. Dans 5 secondes, ce micro va exploser. Non, simplement, je crois qu'il faut avoir confiance en nous-mêmes sans être naïf. Et évidemment, les temps sont difficiles, qui pourra le casser, mais
ce que nous a montré l'histoire, c'est qu'un peuple déterminé, et là je parle du peuple européen au sens large du terme, avec cet engagement de ces élites, mais aussi des jeunes de tous les échelons intermédiaires qui croient en cet avenir et qui croient que la paix et la sécurité qu'on a assurées depuis 1945 est encore à notre portée, doit pouvoir entraîner ce mouvement. Chacun a son rôle à jouer en la matière pour améliorer la résilience de notre pays contre toutes les attaques. On n'a pas parlé d'attaques hybrides et autres, mais c'est très intéressant, très important. Et puis susciter évidemment des vocations pour entrer bien sûr dans les armes, mais aussi dans tous les autres métiers qui ont besoin d'être confortés dans la cybersécurité, l'influence, et également notre réserve. Pousser les jeunes à entrer dans la réserve, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui pour notre pays. Merci à tous.